Oui, merci d'abord merci de la présentation, de l'introduction, et merci de cette invitation qui est effectivement une opportunité d'échange. Alors l'économie ou les sciences de gestion auxquelles je me rattache aussi, en fait, n'existent pas dans l'absolu dans un bureau. C'est toujours dans l'échange avec les praticiens, avec les auteurs, que se construit des analyses et des perspectives communes. Ce que je voulais aujourd'hui vous présenter, alors l'affiche dit défendre ensemble les droits. Je dirais, est-ce que finalement la question c'est défendre ensemble les droits ou est-ce que c'est défendre ensemble les modèles économiques? Alors bien entendu, les deux sont liés, mais en fait, autant on a l'impression que le débat public sur la question des droits est relativement ouvert, autant la question du débat public sur les formes de modèles économiques alternatifs ou soulevés par l'IA est plus difficilement, en tout cas moins lisible, je veux dire, dans ces termes-là. Alors, je vais avoir la chance de pouvoir passer assez rapidement sur un certain nombre de points d'introduction qui ont déjà été présentés par Alexandra et puis les intervenants précédentes. D'abord, sur le fait que l'IA, il y a un buzzword, hein, d'une certaine manière, on en parle un peu comme une technologie à tout faire, un peu comme un mot-valise derrière lequel on met énormément de choses. Il faut rappeler que c'est pas si nouveau que ça, d'une certaine manière. Hein, un film que j'adore, hein, 2001, l'Odyssée de l'espace, on avait déjà HAL 9000 qui était finalement une forme d'intelligence artificielle avec exactement les mêmes craintes soulevées sur la prise en charge, en tout cas le dépassement de l'humain. Ce qui est intéressant aussi, peut-être en introduction, de rappeler, c'est que le débat qu'on a aujourd'hui, dans d'autres instances également, il est essentiel pour la société, à la fois pour les créateurs, naturellement, pour la culture, mais aussi parce que la culture a été quasiment tout le temps un laboratoire des transformations qui se jouent dans le reste de la société, et c'est notamment le cas sur l'économie numérique. Toutes les transformations qu'on a vues portées par l'économie numérique, par Internet, par les technologies de l'information, se sont d'abord posées dans le secteur de la culture. Donc c'est intéressant à la fois, et c'est important à la fois, de porter ce débat ici, parce que de toute façon, il va se reporter d'une manière ou d'une autre dans le reste de la société. Alors, c'est peut-être important de ce point de vue-là de rappeler, toujours en introduction, la nature des changements qui sont à l'œuvre. D'abord, c'est pas simplement, le terme est biaisé, c'est pas simplement de l'IA générative. Il y a en fait derrière l'IA différents registres d'utilisation. Je crois que c'est... On parlait parfois de grands remplacements de l'humain par la machine. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais en fait, derrière l'IA générative, ça génère des contenus créatifs, entre guillemets, mais ça génère aussi des processus, ça génère aussi des codes informatiques, ça génère aussi des sons, des images, etc., qui ne sont pas forcément de l'ordre de la création au sens strict. Et donc c'est important de garder à l'œuvre que ces transformations de l'IA finalement affectent, et je reviendrai sur le modèle économique, tous les segments de la chaîne de création. Et pas simplement le segment de la création. Pourquoi? Parce que l'IA, c'était dit, ne crée pas, ne pense pas, mais elle anticipe la suite de ce qui se passe. J'anticipe, comme on disait tout à l'heure, si je pense rouge, rouge c'est souvent associé à vert ou à bleu, donc si je mets rouge, je vais anticiper qu'ensuite il va y avoir du vert ou du bleu qui va se passer. Donc c'est ce type de transformation, et je vais anticiper une couleur, un son, une image, une ligne de code informatique, un slide, un contenu, etc. Donc c'est ce processus de transformation qui n'est pas un processus de création, mais un processus de reproduction à partir de contenus qui ont déjà été incurgités, fouillés, pillés, utilisés. Alors, toujours peut-être pour dresser un tableau un peu introductif, les leçons du numérique qu'on a déjà depuis presque une trentaine d'années, hein, qui ont été développées et pour lesquelles la culture a été en première ligne, c'est des leçons qui s'appliquent aussi à l'intelligence artificielle. Ces leçons, c'est quoi? J'y reviendrai, c'est d'abord une économie d'abondance et de multiplicité des contenus produits et des contenus disponibles.
On le sait bien, on voit bien qu'à la rentrée littéraire, le nombre de livres qui sont produits, et les chiffres qui sont produits par le CNL ou par la profession sont tout à fait emblématiques de ça. C'est pas lié simplement au numérique, mais ça a été accentué par le numérique. Et une des conséquences, c'est l'écart grandissant, paradoxalement, entre des best-sellers et puis ce qu'on appelle une longue chaîne, c'est des œuvres qui sont de moins en moins vues, lues, consultées. Deuxième leçon du numérique, c'est l'économie des plateformes et l'émergence de nouvelles formes d'intermédiation portées par de nouveaux acteurs qui ont complètement fait changer le modèle linéaire des industries ou des productions culturelles qui allaient des auteurs jusqu'aux diffuseurs ou au point de vente. Troisième point important, la difficulté du secteur de la culture de s'approprier la recherche et développement technologique et de l'orienter. Alors c'est presque un historique, hein. Si on regarde l'apparition du cinéma parlant, c'est venu de l'extérieur, c'est pas les studios de cinéma qui ont inventé le parlant, c'est General Electric qui a ensuite proposé la solution. Mais là aussi, on a un poids historique des acteurs extérieurs de la technologie sur les transformations qui affectent le secteur de la culture. Et c'est en premier lieu ce qu'on voit aujourd'hui, naturellement, aussi avec l'intelligence artificielle. Ce sont des changements radicaux, disruptif, hein, le terme a fait son apparition depuis quelques dizaines d'années, lié un peu à cette économie immatérielle. Autre leçon numérique, c'est la redéfinition des chaînes de valeur et une concurrence qui n'est plus simplement une concurrence par les contenus, mais aussi une concurrence par les modèles d'affaires. Quand je fais mes cours, je prends souvent cet exemple-là, en prenant l'exemple de la musique, je demande aux étudiants qui d'entre vous est abonné à Spotify ou à Deezer, etc., ou un autre, éventuellement un autre ou Amazon Prime. Les gens lèvent le bras, etc. Deuxième question, c'est pourquoi vous avez choisi Amazon Prime, Deezer ou Spotify? En général, les réponses, ce n'est pas parce que je voulais écouter tel ou tel type de musique, parce qu'il n'y avait que sur Deezer que je pouvais avoir accédé à tel type de musique. La réponse c'est « Ah bah oui, c'est plus pratique, ça coûte moins cher, on me l'a proposé en même temps que mon abonnement, ou bien l'ergonomie est plus agréable, etc. » Donc on voit à travers ces nouvelles formes d'intermédiation, ces nouveaux acteurs, des transformations qui finalement jouent de la concurrence par les formes d'accès aux œuvres et non plus par les œuvres elles-mêmes. Et puis, des phénomènes de convergence, des effets différents selon les différents secteurs, l'effet du numérique sur la vidéo, l'audiovisuel, sur le livre, sur la musique ou sur les jeux vidéo n'a pas du tout été du même ordre. On a vu apparaître des mouvements, des configurations différentes sur les secteurs. Et puis, dernière leçon importante, je finirai mon introduction là-dessus, c'est les enjeux du passage à l'échelle et les enjeux de la massification. On est dans des conditions où la démultiplication considérable liée à la dématérialisation fait que les volumes de transactions, les volumes d'œuvres, etc., sont dans des niveaux tout à fait différents. Alors, par rapport à ça, si on se concentre un peu plus, on se resserre un peu la focale sur l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'on constate, c'est en matière de nouveaux modèles économiques, et j'ébaucherai simplement quelques points, bien sûr, c'est qu'il existe différents modèles économiques selon que l'intelligence artificielle dont on parle s'exerce sur la création, sur les transactions, sur le traitement de l'information, sur la logistique, sur les revenus, sur le marché du travail. Je vais détailler un peu très rapidement l'intro. Sur l'intelligence artificielle qui touche à la dimension création, hein, notamment l'IA générative dont on a beaucoup parlé ce matin. En fait, la première chose, mais ça a été redit aussi par M. Hardy en tout début, hein, c'est qu'elle a aussi servi souvent, et elle sert aussi à améliorer et à être appropriée par les artistes. Hein, on a eu en matière de musique, hein, le dernier morceau retravaillé des Beatles, Now and Then, qui avait été enregistré et qui a été retravaillé et qui est ressorti rapidement. Un batteur me disait récemment, les boîtes à rythme, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais les bons batteurs, ils savent se servir des boîtes à rythme pour améliorer, transformer, etc. Donc il y a une forme d'appropriation, premier élément, qui là
pour le coup, permet de créer de la valeur aux artistes et aux auteurs, qui vont peut-être éventuellement explorer des solutions, explorer des modes de création, des situations, etc., plus facilement, plus rapidement. Il y a également cette IA générative qui va permettre de créer des nouveaux services. Je pense notamment à tout ce qui relève de la réalité augmentée en matière de patrimoine, en matière de spectacle vivant. Donc dans ces cas-là, la valeur économique, elle est captée à la fois par les auteurs et par les plateformes et les fournisseurs de technologies. Le problème est un problème de comment se partage finalement le gain entre les deux. Deuxième effet de cette IA générative en création, c'est l'hyperabondance. Et je dirais pas même l'hyperabondance, l'hyperabondance. On la retrouve dans la musique, on en a parlé ce matin à propos du livre, etc. Parce qu'on peut avoir des productions automatisées, on pourrait dire presque low cost, hein, sans humain, et qui créent d'une certaine manière un cercle vicieux. Un cercle vicieux parce que cette hyperabondance, elle noie les œuvres humaines dans une masse de contenu. On l'a vu dans le livre, on le voit dans la musique aussi, notamment dans le rap. Et elle change naturellement l'équation économique. Elle change l'équation économique, pourquoi? Parce que les œuvres produites automatiquement coûtent moins cher, et donc éventuellement, est-ce qu'on est sûr qu'elles ne sont pas mises en avant par rapport à d'autres créations humaines? Et d'autre part, elle change l'équation économique aussi, parce que face à l'hyperabondance, on a encore plus besoin d'outils de recommandation, d'algorithmes de recommandation qui vont permettre de faire le tri à l'intérieur de cette masse de contenu. Deuxième type de modèle économique, celui-là, il est lié à la dimension logistique et de production que permet d'améliorer l'intelligence artificielle. C'est l'IA au service de la productivité et de l'efficacité des process, que ça soit en production ou en distribution, dans l'écriture de scénarios, dans la définition des plans de travail, dans le cinéma par exemple, dans la gestion de grands projets, dans le traitement des archives et des documentations, dans les effets spéciaux, plus rapides, plus faciles à faire, pour créer des foules, pour créer des mouvements ou des transformations, dans les jeux vidéo, naturellement. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que pour ces IA de productivité, on pourrait le dire comme ça, la valeur, elle est captée par les acteurs du secteur. Hein, pas forcément par les auteurs directement, parce qu'ils ne sont pas directement associés à ces transformations, mais elle est captée par les acteurs du secteur. Et par contre, là aussi, on retrouve une grande diversité des situations selon les domaines qu'on concerne. Il y a un travail qui est en cours actuellement au ministère de la Culture, justement, pour essayer d'éclairer un peu toutes ces transformations. Mais si on regarde le spectacle vivant, si on regarde patrimoine et musée, si on regarde musique, audiovisuel, ce n'est pas exactement les mêmes acteurs, les mêmes utilisations. Troisième niveau d'évolution des modèles économiques, c'est sur le marché du travail et la formation. On l'a redit, mais on l'a redit finalement assez rapidement ce matin. Et l'intelligence artificielle générative, ce n'est pas un outil pouce-bouton. Il ne suffit pas d'appuyer pour sortir automatiquement une œuvre, un contenu, un texte ou une image, etc. En fait, derrière l'intelligence artificielle, ce dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle parfois une ingénierie du prompt. C'est-à-dire, c'est une capacité d'interaction, d'autant plus forte d'ailleurs que cette capacité d'interaction se fait en langage naturel. Donc relativement facile à approprier. Ceux d'entre vous qui ont essayé de tester ChatGPT, on s'en aperçoit. Mais ça veut dire que dans cette ingénierie du prompt, ça explique à la fois ce qu'on disait à l'instant sur le fait que la création, sur la décision chinoise, la création par un individu d'une œuvre assistée par l'intelligence artificielle, elle va autant résulter de l'algorithme qu'il va produire que des interactions qu'a pu avoir l'artiste ou l'utilisateur en posant différentes questions, en transformant, en ajustant ces différentes questions pour finalement obtenir un résultat qui l'intéresse.
Et là, on est dans une situation qui est différente de dire bah, tiens, j'ai envie de créer une œuvre comme ci, comme ça, j'appuie et je prends l'œuvre telle qu'elle. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un travail qu'on retrouve aussi au niveau artistique. C'est je vais peut-être essayer plusieurs dizaines, plusieurs centaines de solutions avant de dire bah oui, ça, c'est exactement ce qui m'intéresse. Et donc là, on a un travail créatif qui n'est pas dans l'élaboration, mais qui va être dans la sélection, dans le test, dans les éléments. Donc là, il y a bien entendu un problème de formation et une transformation des parcours professionnels. Une transformation des parcours professionnels, des parcours d'apprentissage qui se joue au niveau des individus, qui se forment à l'IA, mais qui va aussi avoir des conséquences au niveau macroéconomique. C'est-à-dire que qu'on a retrouvé, par exemple, je vais prendre l'exemple des cabinets d'avocats, mais on pourrait prendre la même chose chez les maisons d'édition, par exemple. Dans les cabinets d'avocats, je ne suis pas juriste, donc je parle sous le contrôle des éminents juristes qu'il y a dans la salle. Le premier travail des stagiaires, bah, c'est de faire le travail de documentation, d'aller rechercher éventuellement les textes, etc., et progressivement de monter en compétences comme ça. Si ce travail est pris en charge, ce travail supposé répétitif, à faible valeur ajoutée, etc., est pris en charge par des outils automatiques de type IA, ça veut dire que la rentrée dans le métier par des formes de stage, d'apprentissage progressif et d'interaction progressive avec des avocats plus âgés, plus expérimentés, etc., elle disparaît. Et donc la question de que devient les mécanismes de rentrée dans le métier, les mécanismes de formation, si cette première étape n'est plus là. Et l'exemple que je donne sur les cabinets d'avocats, puisque c'est un collègue qui avait travaillé sur ce sujet-là, c'est exactement la même chose que m'avait évoqué un éditeur en disant on perd finalement aussi cette capacité de sélectionner et d'apprendre progressivement le métier. En même temps, c'est aussi des opportunités pour des nouveaux parcours. Si vous regardez le secteur de l'audiovisuel, on a aujourd'hui dans l'audiovisuel des courts-circuits en matière de formation des vidéastes qui ne passent plus par la cursus honorum qui était je suis stagiaire et puis premier assistant, deuxième assistant, etc. mais qui sur YouTube vont se mettre à faire des vidéos et ils vont éventuellement pour certains d'entre eux très rapidement être reconnus et créer ainsi sans forcément avoir appris le métier au sens classique du terme. Quatrième dimension de ces modèles économiques, c'est la relation avec les consommateurs. La relation avec les consommateurs, l'IA va permettre à la fois de transformer et de fournir davantage d'informations sur les contenus et de raffiner les outils de recommandation. Face à la multitude des choix, face à l'hyperabondance, j'ai besoin d'avoir des informations sur tiens, quel est l'auteur, quel est le comédien, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a fait après, etc. Et donc là, on peut avoir effectivement une amélioration de l'expérience utilisateur, ou d'une certaine manière, une part de la valeur, là pour le coup, est captée par le consommateur en tout cas. Et puis de l'autre côté, c'est aussi ce qui va permettre le ciblage marketing, une personnalisation publicitaire au profit, là pour le coup, des éditeurs. Et puis troisième dimension, donc là on voit qu'on a une valeur qui se partage un peu sur ces différents acteurs. Et puis troisième dimension, c'est que les consommateurs deviennent non plus simplement des consommateurs, mais aussi des acteurs et des producteurs, ce qu'on appelle parfois le crowdsourcing, et on l'évoquait tout à l'heure, le développement de ce qu'on appelle l'économie du compte d'auteur, qu'on a vu sur Kindle, qu'on a évoqué ce matin à propos de Kindle, où finalement c'est des auteurs qui travaillent sur leur traitement de texte, et qui mettent en page eux-mêmes, et puis qui publient sur Amazon. Cette économie du compte d'auteur où l'éditeur ne prend plus le risque, puisque finalement l'auteur va presque payer et passer du temps pour pouvoir être visible, elle se couple avec une économie de la gratuité, avec le fait que finalement, comme l'auteur travaille, comme l'auteur fait le travail d'élaboration, enfin l'auteur entre guillemets, d'élaboration de formation, etc., qu'il met ses œuvres à disposition, qu'il les produit, on peut les fournir finalement gratuitement, puisqu'il n'y a plus de création. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans des œuvres créées automatiquement ou quasi automatiquement avec de l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, la rémunération, elle n'est plus simplement combien de fois je suis vu et j'ai un pourcentage sur chaque vente, chaque fois qu'on a téléchargé mon contenu, mais c'est peut-être sur la masse des gens qui vont me regarder gratuitement, je vais avoir un retour sur les publicités qui auront été générées sur la plateforme. Donc on voit qu'on a une transformation qui s'opère,
qui est assez profonde sur la manière dont se jouent les structures de rémunération. Dernière dimension, donc, c'est la dimension financière et génération de revenus. L'IA générative, c'est à la fois des IA générales, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi des IA spécialisées. Et on a des acteurs qui sont à la fois les grands acteurs tels que OpenAI, avec ChatGPT, ou Google avec Gemini, mais on a aussi des acteurs très spécialisés qui vont proposer des applications tout à fait spécifiques. Je vais vous prendre un exemple que tout le monde connaît, je suppose. On a ChatGPT, le modèle général d'un côté, mais on a aussi DeepL en matière de traduction qui va proposer ou qui peut proposer une application extrêmement spécialisée sur la traduction qui est très différente des IA génératives telles que ChatGPT qui sert un peu à tout faire, mais qui va par contre, lui, transformer et créer un modèle économique spécifique sur ce segment particulier de l'activité. Et ce que je dis là sur la traduction, on peut le démultiplier sur quasiment chacun des segments d'activité de la production culturelle ou de la création au sens large du terme. Donc ça veut dire qu'on a différentes économies au sein de l'intelligence artificielle et selon les parties prenantes. On a différentes économies alternatives. Ça peut être une économie de la donnée. Donc c'est la valeur de la donnée qui est captée par la masse d'utilisation qui va permettre de générer la publicité, de la recommandation, etc. et qui va créer de la valeur. On a une économie de l'entraînement qui est différente de l'économie de la création des contenus. On l'a bien évoqué ce matin, entre l'amont et l'aval. L'économie de l'amont, sur l'entraînement et tous les problèmes que ça pose, elle est tout à fait différente de l'économie de l'aval, y compris en termes de droit. Sur l'amont, la question, ça a été évoqué à propos de l'opt-out, c'est finalement, est-ce que je donne accès ou pas à mes contenus, etc. Sur l'aval, la question elle est différente. Est-ce que les droits d'exploitation des contenus qui sont produits vont éventuellement enfreindre mes droits? Est-ce que sur des secteurs, je le vois dans le secteur de la recherche, on s'en aperçoit, sur des questions très très spécifiques, on constate finalement que les réponses que donne ChatGPT vont être presque du plagiat, parce qu'en fait il y a peu de textes, peu de contenus qui traitent d'un sujet tout à fait particulier, et que dans ces cas-là, l'intelligence artificielle va simplement reproduire les contenus qu'elle a déjà fouillés, consultés, etc., en faisant presque de la reproduction. Et on voit que ce type de question, il est très différent de celui qui se pose à l'amont. J'ai posé la question de la gratuité, la question des coûts fixes. Qui investit dans le domaine? Est-ce que le secteur de la culture est capable aussi de peser sur les développements ou pas? Est-ce qu'on est sur des modèles open source ou sur des modèles propriétaires concernant certaines applications, etc. Alors, en conclusion, les conclusions, elles sont naturellement des conclusions qui touchent à la régulation, avec un mélange des enjeux qui sont à la fois des enjeux de droit, on en a largement parlé, mais aussi des enjeux économiques. On le voit sur la question de l'opt-in, l'opt-out, le problème de la licence légale, ce n'est pas qu'une question de droit, c'est une question de quel type de revenus je vais réussir à générer et je vais réussir à appliquer. Alors, dans ces conséquences pour la régulation, pour moi, il y a un premier point dont on a aussi parlé sous un autre angle, c'est le rôle central des mécanismes de confiance à assurer à différents niveaux. À la fois la confiance, c'est quoi? C'est la confiance dans l'interaction personnelle. Hein, j'ai confiance dans personne que je vois, que je connais, etc. Quid des chatbots, quand c'est une machine qui répond? Quid des fake artistes, comme on dit parfois? Est-ce que je suis sûr que les contenus, les œuvres que je vois sont des œuvres qui ont été faites par des personnes que je pourrais rencontrer, avec lesquelles je pourrais échanger? Le deuxième niveau de confiance, c'est la véracité des informations et l'authenticité des contenus qui sont produits. Et là, on retombe sur les problèmes de fake news, mais aussi de fake content, voire de fake user. Est-ce que finalement, le consommateur, c'est un vrai consommateur ou c'est une machine qui tourne pour faire utiliser? C'est le problème qu'ont les plateformes de streaming en matière de musique. Hein, en matière de musique, les morceaux de musique qui sont écoutés, entre guillemets, est-ce qu'ils sont vraiment écoutés par des individus, des humains, ou est-ce qu'ils sont écoutés par des robots qui les font passer et mouliner en permanence pour générer de l'écoute et donc des revenus indirects? Troisième niveau de confiance, c'est la loyauté.
la fiabilité des dispositifs de jugement et de recommandation. Est-ce que je suis sûr que quand je consulte des contenus en ligne, que ce soit des livres, de la musique, de la vidéo ou autre, etc., ceux qui sont mis en avant, c'est vraiment les contenus faits par des humains ou faits par des machines, l'équation économique étant différente selon la nature de la production. Est-ce que je suis certain qu'on va bien me mettre en avant des contenus que j'ai envie d'avoir? Et puis, autre forme de confiance, c'est la soutenabilité, la disponibilité, la fiabilité des plateformes et des outils, y compris d'ailleurs les questions d'interopérabilité. Si je commence à travailler, à apprendre et à me former sur des outils, est-ce que je suis sûr que ces outils vont continuer à être disponibles de la même façon, etc., dans les années qui viennent, etc., sans transformation importante. Et puis, dernier élément, c'est la sécurité et la garantie de confidentialité. On le voit bien sur un secteur qui est très très différent, hein, celui du porno et de l'économie du porno, où les débats sur la protection des enfants sur les secteurs du porno se heurtent aux associations qui défendent, je pense notamment à la Quadrature du Net, etc., qui défendent la privacy individuelle. Est-ce qu'au niveau des individus, on a le droit de tracer, de surveiller ce que font les uns et les autres? Alors, le secteur du porno permet plus facilement de répondre à la question, parce que les enjeux sont assez clairs, mais finalement, sur le fond, c'est exactement le même type de question qu'on risque d'affronter en matière de culture. Est-ce que j'ai envie que, finalement, ce que je consulte, ce que je vois, ce que je lis, etc., soit public ou devienne public? À l'époque, je vous rappelle, hein, quand on était abonné à des journaux, il y a certains journaux qui envoyaient les journaux sous un pli qui était opaque, hein, pour qu'on ne sache pas qui a lu quoi. Dernier point sur la régulation, c'est d'une part la nécessité de réguler des acteurs très puissants, hein, dans des régulations qui relèvent de la lutte inégale entre David et Goliath. Non seulement David et Goliath parce que le poids respectif des uns et des autres sont différents, mais parce qu'on a ce qu'on appelle en économie des asymétries d'informations. C'est les informations dont disposent les plateformes sur les consommations, sur qu'est-ce qui est lu, qu'est-ce qui est écouté, qu'est-ce qui est entendu, ne sont pas forcément disponibles, quand je dis forcément, ne sont pas disponibles pour les créateurs et pour les ayants droit, en tout cas de façon très très partielle. Question de asymétrie d'information aussi, parce que le traitement de l'intelligence artificielle, c'est pas je mouline des données, je crée un contenu, mais c'est qu'on a une cumulativité des productions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des productions créées à partir de bases de données qui sont originales, créées par des créateurs, mais d'ici quelques mois, voire maintenant, on a déjà ces bases qui vont se nourrir de ce qui a été déjà créé par de l'intelligence artificielle. Donc avec finalement un remix, pour reprendre un terme ouvrage, et finalement un peu une forme de spécularité complète où on va avoir de l'intelligence artificielle qui va créer des œuvres à partir de ce qu'avaient déjà créé ses prédécesseurs ou ce qu'elle avait déjà créé elle-même, etc. Et donc dans des modèles qui sont, je l'ai déjà dit, radicalement différents. On n'est plus simplement dans les modèles classiques de la culture où on vend des œuvres, où on a des droits d'exploitation sur des œuvres, mais où on a des modèles où la création de valeur, elle est liée à ce que les économistes appellent des externalités. Ce n'est pas l'œuvre elle-même qui crée la valeur, c'est tout ce qu'il y a autour, la valorisation des données, la capacité de vendre ces données à des fournisseurs, etc., qui va créer la valeur. Et là, naturellement, on est dans des générations de revenus différentes. Alors, pourquoi c'est pas simple? C'est pas simple parce que il faut penser pas simplement, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, défendre des droits, mais aussi défendre des modèles économiques, ou en tout cas penser sur ces modèles économiques. Et puis, c'est pas simple non plus parce que, et on l'a vu aussi avant, il y a un télescopage complet des différents registres de régulation, à la fois parce que on est dans des situations où on va choisir peut-être quel est le registre de droit le plus efficace pour défendre les auteurs ou pour défendre les œuvres. Hein, ça a été la conclusion, c'est-à-dire tiens, on va peut-être regarder le droit de la concurrence qui va fournir des outils par rapport au droit d'auteur. Mais en fait, on a un télescopage entre le droit d'auteur, le droit de la reproduction, les droits voisins, le fair use et le droit de la concurrence, naturellement. Et la question, c'est donc quel droit
hein, pour reprendre la fiche, quel droit on veut défendre ou sur quel droit on s'applique pour défendre. Et puis, est-ce qu'on défend des auteurs simplement ou est-ce qu'on défend aussi des éditeurs et des producteurs? Ce n'est pas forcément la même question. Et est-ce qu'on défend simplement les droits d'exploitation ou comment on défend le droit moral et le droit moral des artistes dans une situation où les œuvres, de fait, dans la moulinette un peu opaque de l'intelligence artificielle, sont transformées ou sont reprises en partie. Voilà. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de travail pour des futurs forums, sans doute. En tout cas, merci de votre attention.